Bien, bonjour à toutes et à tous. Il me revient l'honneur de soumettre Guillaume Demarque à la question. Voilà. Donc on a préparé cet exposé. Alors, vous voyez ici le titre de cette conférence, Intelligence artificielle vers un nouveau monde. Alors, on peut lire ou écouter ou entendre ce titre à la fois comme une affirmation, un nouveau monde, et comme un questionnement. Quel monde? Quel nouveau monde? Donc, ma première question, Guillaume, nouveau monde ou nouvelle révolution? Car, a priori, et c'est ce qu'on va voir dans la diapo qui arrive, nous serions rentrés dans la 4e révolution industrielle. Donc Guillaume, que vous inspire cette dénomination? Révolution, tout d'abord, industrielle, ensuite. Alors tout d'abord, bonsoir tout le monde et merci à Rochefort-Beaumont pour cette invitation, pour cette conférence qui me paraît très importante et très intéressante. Voilà, pour partager, vulgariser justement l'IA, pour informer les gens, peut-être démystifier des choses, ce qu'on verra ce soir, je l'espère. Donc voilà, merci beaucoup pour l'invitation. Alors pour répondre à la question de cette révolution industrielle, alors révolution, bon, c'est un bien gros mot, c'est pour ça qu'on a comment dire, labellisé les différentes grandes étapes, soi-disant progrès, on va dire, de notre société. Aujourd'hui, oui, on y est déjà, vous le savez, vous en entendez parler, c'est dans les médias, c'est partout, on parle d'IA, donc c'est déjà là, effectivement, on est en plein dedans. Et pourquoi industriel? Parce qu'on est arrivé à une certaine maturité au niveau des outils d'IA qui font qu'aujourd'hui, au niveau industriel, au niveau économique, il va commencer à y avoir énormément de retombées. Donc effectivement, on peut parler de petite révolution industrielle pour l'instant et qui va peut-être devenir plus importante dans quelques temps. Voilà. Merci Guillaume pour cette introduction. Donc ça y est, on est effectivement dans une nouvelle ère industrielle où l'intelligence artificielle se diffuse, et on va voir ça durant l'exposé, à différents secteurs économiques dans le monde, et puis diverses applications. Alors, ça serait bien de rentrer un peu dans le détail, alors sans forcément tout détailler, mais quand même dans le détail de cette historique de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez, Guillaume, nous en présenter les principales grandes étapes pour comprendre d'où on part et jusqu'où on arrive, en démarrant quand même par ce fameux test de Turing, parce que on va le retrouver notamment dans certains ouvrages ou dans certains films de science-fiction. Alors pour celles et ceux qui connaissent Blade Runner, qui a vu Blade Runner? Voilà, vous vous rappelez à un moment donné, le héros joué par Harrison Ford doit détecter des humanoïdes qui sont véritablement le reflet d'une intelligence artificielle, qui ont leur propre conscience, leur propre sens de l'existence, et pour les détecter, il les soumet à la question. Et la question, en fait, c'est un dérivé de ce fameux test de Turing. Allez, c'est ça. Alors, on va reprendre effectivement l'historique, l'histoire un petit peu de l'IA pour remettre dans le contexte, c'est très important. Alors, ce petit schéma, il est assez étoffé, vous n'amusez pas à le lire, c'est pas ça qui est important. D'accord? Ce qui est important, c'est de voir à peu près les dates. Vous voyez, la chronologie commence dans les années 50. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que les algorithmes d'IA existent déjà depuis les années 50. Les premiers perceptrons, vous pouvez voir, c'est les années 50, les années 60. Donc les algorithmes, en fait, ils sont là depuis un certain temps, ils ont déjà été développés. Et on va approfondir dans les prochaines slides un peu plus ces concepts justement d'algorithmes d'IA. Mais si vous voulez, les algorithmes ils existent depuis un certain temps. Sauf que,
je pense que dans la salle, vous êtes tous connus un petit peu les évolutions de l'informatique. Dans les années 50, les ordinateurs n'étaient pas aussi puissants qu'aujourd'hui. Hein, je pense que vous savez bien de quoi je parle. L'informatique s'est développée petit à petit, années 80, années 90, mais la puissance de calcul n'était pas du tout au rendez-vous pour ces algorithmes d'IA qui étaient trop, quelque part, avant-gardistes par rapport à leur époque. Ensuite, dans cette chronologie, on voit arriver Internet. Hein, vous avez tous connu l'arrivée d'Internet dans les années 2000. Et en fait, cette arrivée d'Internet a permis de commencer à engranger un certain nombre de data, de données, d'accord, puisqu'on a commencé à mettre de l'information sur Internet, qui s'est développée depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui de manière complètement exponentielle. Hein. Je ne vous apprends rien, vous le savez, vous l'avez vécu pour la plupart. Et donc en fait, vous avez les algorithmes qui sont arrivés dans les années 50, ensuite vous avez les données qui sont arrivées dans les années 2000, qui n'ont fait que grossir. Et à partir de 2012-2013, en fait, on est arrivé à une certaine maturité en termes de puissance de calcul, en termes de machines, d'infrastructures qui permet à des algorithmes de tourner sur des volumes de données qui sont vraiment très importants. Et en fait, c'est à partir de 2010-2012 où justement ces algorithmes d'IA qui existent depuis très longtemps ont commencé vraiment à donner leur plein potentiel sur les données qui existent depuis les années 2000 grâce à Internet. Et en fait, l'évolution s'est faite comme ça. C'est-à-dire que depuis 2010, on a vu arriver des démos comme le deep learning, le machine learning existait déjà, et le deep learning, qui représente justement cette arrivée de ces modèles d'IA, de ces algorithmes qui existaient depuis un certain temps. Et puis, ces puissances de calcul ont permis la démocratisation de l'utilisation de ces algorithmes sur les données, qui permet aujourd'hui d'avoir des outils qui deviennent extrêmement puissants. Donc voilà, ça c'est pour un petit peu l'histoire, la genèse, pour comprendre pourquoi aujourd'hui on arrive avec ces modèles d'IA, pourquoi aujourd'hui on parle de ces IA, etc. Mais d'où ça vient? Ça vient de tout ça. C'est des choses qui existent depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, c'est une certaine maturité en termes d'infrastructure, en termes de machines, de puissance de calcul, en termes de données disponibles au plus grand nombre, qui font qu'aujourd'hui, la mayonnaise est en train de prendre autour de ces modèles d'IA. Voilà. Je vais m'arrêter là pour la partie historique, pour comprendre. Voilà. C'est important de comprendre la genèse, justement, de ces IA, et bien comprendre, de le remettre dans le contexte que l'IA, c'est pas apparu il y a 10 mois, ou 12 mois, ou même 2 ans. Non. C'est là depuis plus de 50 ans. Voilà. Donc ça, on a bien compris que l'IA n'est pas née d'hier, mais d'avant-hier, et qu'effectivement, les progrès technologiques, le fait d'avoir pu effectivement avoir des microprocesseurs de plus en plus réduits, etc., permet effectivement d'augmenter les puissances de calcul de nos ordinateurs. Pour autant, avant de passer à la suite, on dit en général qu'il y a effectivement plusieurs étapes avant d'arriver à une hypothétique IA autonome. Voilà. Et aujourd'hui, on en serait où à peu près? Alors, on est vraiment aux prémices. Si on reprend, là je vais reprendre un petit peu le diagramme. Vous avez vu, beaucoup de choses sont arrivées ces 10 dernières années. C'était moins de 10 ans, entre 5 et 10 ans. On reprend le diagramme, là, vous voyez tout ce qui est reconnaissance vocale. Alors, vous connaissez tous Siri, Alexa, Google Home, c'est des outils qui sont apparus il n'y a pas si longtemps que ça, que vous utilisez peut-être, pour certains. OK Google, je veux aller à la maison, voilà. Je pense que ce sont des outils qu'un certain nombre d'entre vous utilisent. Et bien ces outils existaient depuis un certain temps, utilisaient des algorithmes d'IA, on va dire performants, mais avec l'arrivée des modèles d'IA, on est arrivé à des performances excellentes pour ce type d'algorithme, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est assez démocratisé et hyper performant. Je pense que vous êtes peut-être plus expérimenté ce jour-ci et voir justement la performance. Ensuite, on a d'autres exemples. Je vois l'AlphaGo, qui, je ne sais pas si vous connaissez le jeu de Go, qui est un jeu de stratégie avec des pierres noires et blanches. Beaucoup plus technique que les échecs. Beaucoup plus compliqué. Oui. Et effectivement, pareil, les premiers anneaux d'IA ont été entraînés justement à jouer à l'AlphaGo, d'ailleurs même aussi pour les échecs, etc. En fait, tout ce qui est jeu avec des règles
est bien définie. En fait, ça marche très bien pour les IA, parce qu'on lui apprend les règles. Du coup, il apprend tout seul et il fait toutes les parties possibles et inimaginables. Et du coup, c'est un ordinateur, donc il est capable de retenir tous les coups possibles et d'anticiper toutes les combinaisons possibles. C'est pour ça qu'on est arrivé, au fur et à mesure, à une IA, AlphaGo, qui va permis de battre les champions du monde, parce que un humain, quand bien même il soit le champion du monde et le meilleur, il n'a même pas forcément tous les milliards de combinaisons en tête, alors que l'ordinateur, si. Voilà, donc ça, c'est des exemples d'évolution, justement, de ces modèles d'IA qu'on a appris à dompter et à tester voilà, les limites, etc. Mais en fait, voilà, on pourrait répondre à la question de où on en est aujourd'hui, sans empiéter sur les prochaines slides, mais aujourd'hui, voilà, on est finalement au tout début, c'est la genèse vraiment de ces modèles qui arrivent. On est encore en phase de test, de test and learn, comme on dit, enfin, on teste et on apprend à partir de ces modèles-là. On va parler de ChatGPT tout à l'heure, pour ceux qui connaissent, et ceux qui ne connaissent pas, on le présentera tout à l'heure. Mais voilà, ces algorithmes-là qui existent, demain, peut-être qu'on sera déjà passé à d'autres technologies, et ils ne seront plus, on parlera d'autre chose. Voilà, donc là, on est en plein boom sur ces algorithmes-là. Donc on ne peut pas faire une fixette forcément, mais voilà, il y a une évolution qui est en train de se mettre en place. Merci Guillaume. Donc vous aurez compris à ce stade de la conférence que l'idée c'est, dans ce premier temps, avant les échanges, de démystifier un peu ce qu'est l'intelligence artificielle pour effectivement apporter un certain nombre, on va dire, d'éléments pour éclairer. Du coup, dans la diapo suivante, on voit des choses un peu compliquées, on voit des schémas, l'espèce d'algorithme, la question des neurones artificiels, etc. Alors c'est que l'intelligence artificielle, effectivement, soulève beaucoup de questions, et notamment sur les bases de son fonctionnement. Et ça va être un petit peu l'objectif de ce temps-là, de voir un petit peu comment ça fonctionne. Parce qu'à un moment donné, les scientifiques, notamment les informaticiens, les mathématiciens, ont compris qu'on ne pouvait pas tout modéliser. On ne pouvait pas mettre des équations partout. C'était trop compliqué pour prendre des décisions, pour apprendre. Et donc, à un moment donné, il y a eu un changement de braquet, effectivement, et on s'est dit, en fait, ce qui serait bien, c'est d'essayer de singer, quelque part. On ne s'en rapproche pas complètement, mais de singer, en fait, le fonctionnement du cerveau humain, d'où les fameux réseaux de neurones. Alors, est-ce que vous pouvez, Guillaume, nous en dire un petit peu plus sur ce mode de fonctionnement qui est en fait à la base d'un terme que vous avez employé tout à l'heure, j'ai vu des sourcils qui se fronçaient, le deep learning, ou apprentissage profond. On y va. Allez, c'est parti. Donc, c'est la partie la plus technique, entre guillemets, de l'exposé. Je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails, de ne pas parler justement d'équations, de choses de formules mathématiques, on n'est pas là pour ça. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de représenter ça de manière de faire une analogie avec la biologie, avec le cerveau humain, pour essayer de vulgariser le fonctionnement. Je reprends juste les termes qui ont pu être évoqués juste avant. Il faut bien avoir conscience qu'on est vraiment en train d'essayer d'imiter le cerveau humain. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive, ça ne veut pas dire que ce qu'on fait fonctionne comme le cerveau humain, d'accord? On est vraiment sur des architectures, des modèles qui essayent de se rapprocher de comment pourrait fonctionner le cerveau humain, mais aujourd'hui on ne sait pas forcément de manière exacte. D'accord? On peut reproduire de manière algorithmique, il ne faut pas se leurrer, pour l'instant on ne va pas forcément y arriver. Donc, reprenons un petit peu cette slide pour comprendre un petit peu l'analogie et comprendre ce qui est effectivement ce deep learning. En fait, avant de s'appeler le deep learning, on appelait ça des réseaux de neurones artificiels. Ça ne vient pas de nulle part. Pourquoi on appelle ça des réseaux de neurones artificiels? Parce que si on reprend l'aspect biologique des choses, comment fonctionne le cerveau, dans votre cerveau, vous avez des neurones. Et en fait, c'est ce qui est représenté sur la figure à gauche, oui, c'est à gauche pour vous. Vous avez le neurone avec des dendrites, c'est les petits filaments qui partent comme ça. Et puis vous avez l'axone, c'est le grand filament qui va relier vers votre neurone. Et comment ça fonctionne dans notre cerveau? Vous avez des milliers, des millions, des milliards de neurones, ça fonctionne.
Et la communication entre ces neurones se fait par des signaux électriques. Voilà, c'est comme ça que fonctionne le cerveau, grosso modo. On a plein de neurones, et qui communiquent entre eux. Alors, on essaye de décrypter un petit peu comment ça fonctionne. Alors, on a isolé, etc., dans le cerveau, différentes zones, des différents... je ne vais pas rentrer dans la biologie, parce que je ne suis pas du tout biologiste, mais si vous voulez, voilà, on a un fonctionnement particulier au niveau du cerveau. Et les chercheurs se sont dit, tiens, et si on essayait de reproduire ce mécanisme de réseau de neurones? Et en fait, c'est ce que vous voyez exactement à droite. Donc à droite, on voit un graphe. Un graphe, c'est quoi? C'est grosso modo des nœuds. Vous avez des nœuds. Et entre ces nœuds, vous avez des liens. D'accord? Donc il faut vraiment faire analogie. Vous avez des neurones. Et vous avez des taxonomies entre vos différents neurones, entre vos différents nœuds. Et en fait, ce graphe, eh ben, c'est exactement l'architecture d'un algorithme d'IA. C'est-à-dire qu'on a dans chacune des cellules, chacun des nœuds, des fonctions basiques mathématiques qui font des opérations particulières, je ne vais pas décrire, c'est pas le seul objet. Et vous avez donc des données qui transitent de nœud en nœud. Ok? Donc en fait, pourquoi on appelle ça des réseaux de neurones artificiels? Réseaux de neurones parce qu'on essaie de reproduire ce schéma de réseau de neurones, comme le cerveau, et artificiel parce que c'est complètement artificiel, c'est de l'informatique, enfin, c'est purement informatique. Voilà. Donc le fonctionnement l'architecture d'un modèle d'IA, tous, ils sont sur cette base-là. Ensuite, pourquoi on parle de deep learning? En fait, bon, là, après, c'est un peu du technique, c'est que avant, on avait le machine learning. Le machine learning, on n'était pas forcément sur ce modèle de graphe. Voilà, on avait le machine learning, on avait pas mal de choses qui existaient. Et en fait, le deep learning, on a appelé ça deep profond parce qu'en fait, vous voyez, vous avez sur l'image en bas à droite différentes couches dans votre réseau. Vous voyez, c'est rouge, bleu, bleu, vert, enfin, vous avez des couches comme ça verticales. Et en fait, on appelle ça un réseau de voilà, un deep learning, c'est profond parce qu'en fait, on peut rajouter des couches au fur et à mesure, ce qui représente quelque part, entre guillemets, cette profondeur d'apprentissage qu'on peut avoir dans ce réseau de neurones. Ça veut dire, Guillaume, qu'on peut entraîner une machine en lui donnant de l'information. C'était typiquement ce qui s'est passé pour AlphaGo. C'est-à-dire qu'on a donné les règles à la machine, elle a pris les règles, puis au fur et à mesure, elle s'est entraînée avec des parties. Donc on lui a donné de l'information, et plus on donne de l'information, plus ces machines sont en capacité d'apprendre, et donc du coup derrière, de donner une décision qui soit la meilleure possible. Exactement, et je crois que c'est la slide suivante, sur justement l'explication de comment. Alors, voilà, c'est un schéma qui représente vraiment la méthodologie qui permet d'apprendre à ce réseau de neurones artificiel, donc vous avez ce graphe, à, entre guillemets, reproduire ou essayer d'imiter voilà, comment un humain pourrait réfléchir. J'essaie de peser mes mots parce que je sais que voilà, c'est important de bien choisir, de bien comprendre qu'on essaye de faire des choses, mais en aucun cas on reproduit exactement, fidèlement comment on fonctionne. Il faut bien faire la part des choses. Donc en fait, comment ça fonctionne? Eh bien, vous avez d'abord une problématique, les AlphaGo. Comment faire en sorte que les machines apprennent l'AlphaGo? C'est ce que je disais tout à l'heure. On a donc des règles qui sont bien strictes, dictées dans le jeu du Go, et donc on les donne comme règles à notre IA. Okay. Ensuite, après, on fait, alors, ici l'acquisition de données, c'est les parties. Donc en fait, on va lui dire, voilà les règles pour faire les parties, c'est ça. Maintenant, tu peux t'amuser à générer toi-même toutes les parties possibles et d'apprendre justement toutes les solutions, les stratégies possibles avec le Go. Et donc c'est ce qu'a fait le réseau de neurones. Il a pris tout ça, il a mouliné. Et puis à la fin, alors là c'était validation ici, à la fin, c'était l'expérimentation contre des vrais joueurs pour voir ce que ça donnait. Et puis en fait, ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est pas fait du premier coup, il y a eu plusieurs versions de l'AlphaGo, il y a eu plusieurs itérations, où justement l'AlphaGo ne gagnait pas forcément le champion du monde, parce que c'était lui qui avait été plus, je crois, principalement en adversaire. Et donc il y a eu des itérations où la machine, voilà, elle a gagné, puis elle a perdu, elle a gagné, elle a perdu, et puis au fur et à mesure elle a gagné, elle a gagné, elle a perdu, elle a gagné, et puis à la fin, elle a gagné, et elle a pu perdre. Voilà. Mais
modo, ça a été la phase de test and learn pour la machine. Elle a validé au fur et à mesure toutes les combinaisons possibles, toutes les tactiques possibles, et puis voilà, on est arrivé à cette version du jeu. Voilà. Donc là, c'était l'exemple sur AlphaGo, et de manière générale, il faut bien se rendre compte que ce système de fonctionnement, je vais insister là-dessus, le système de fonctionnement de l'IA, c'est toujours le même. Je vais essayer de prendre d'autres exemples que l'aspect Go, parce que c'est pas forcément votre axe de vie. Voilà. On peut partir sur du médical. Dans le médical, ça marche exactement pareil. Je parlais de choses que je connais bien, puisque j'ai eu l'occasion de travailler sur ces sujets-là. Mais si vous voulez, en radiologie, il y a une problématique. On fait des radios, par exemple, fracture du coude. Et en fait, on se rend pas compte, mais il y a beaucoup de radios, enfin, il n'y a pas forcément beaucoup de radiologues en France, et pour autant, il y a beaucoup de problèmes du coude. Et donc, du coup, on se retrouve avec beaucoup de radios du coude à traiter. Et donc, il y a des cas simples, de fractures simples, et il y a des cas de fractures plus compliquées. Et les médecins sont venus nous voir en disant, là, il y a un truc, parce qu'on aimerait bien gagner du temps sur les choses simples, on ait un outil qui nous permette d'aller plus vite pour traiter des fractures simples, pour qu'on garde du temps, nous, médecins, pour traiter des fractures qui sont plus complexes et qui nécessitent vraiment d'y passer plus de temps. Et donc, et ben voilà, l'IA peut intervenir. Et comment ça fonctionne? Eh bien, c'est exactement ce schéma-là. On prend un certain nombre de jeux de données, donc de radiologie du coude, qu'un expert, un médecin vient étiqueter. Fracture simple, fracture moins simple, fracture complexe. Et donc on a une sorte de catégorisation comme ça, labellisée par un expert, de vraies radios. Ces radios, on les donne à l'entrée de notre algorithme et on lui dit, voilà, apprends tout seul, entre guillemets, à extraire les caractéristiques qui font que là on a une fracture simple, une fracture moins simple, une fracture complexe. L'algorithme illumine, et à la fin, il génère un modèle, et ce modèle-là, on peut le réutiliser justement sur de nouvelles radios. Et le modèle va faire des prédictions en disant, là, il y a 80% de chances que ce soit une fracture simple. Là, il y a, je ne sais pas, 99% que ce soit une fracture simple. Ou là, il n'y a que 50% que ce soit une fracture machin. Voilà. Donc c'est comme ça que fonctionne un modèle d'IA. On lui donne des données en entrée, il apprend, il a des résultats qui sont plus ou moins fiables, donc on vient l'alimenter avec plus de données, il réapprend, et puis on l'améliore comme ça au fur et à mesure. Mais toujours selon le schéma que vous voyez là-haut. D'accord? On lui donne en entrée des données, il apprend, et puis après, il restitue quelque part ce qu'il a appris sur des données bien spécifiques. Et là, vous vous rendez bien compte que cette IA qui regarde les fractures de coude, vous lui donnez des fractures du bassin. Bah, elle va dire n'importe quoi. Voilà. Donc cette IA, c'est qu'un outil pour les médecins qui permet d'analyser sur une problématique bien précise une chose. Voilà. Ni plus ni moins. Merci Guillaume. Alors je propose de passer à la suite. La suite, c'est ce fameux ChatGPT ou ChatGPT dont vous avez entendu parler parce que les médias ont commencé à en parler au grand public en décembre 2022. Janvier 2023, ça commence à exploser. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle une intelligence artificielle générative. Donc Guillaume va un peu nous expliquer ce que c'est. Accessible au grand public, parce que certains d'entre vous peut-être sont allés sur un navigateur internet et sont allés tester ChatGPT. Est-ce qu'il y en a qui ont essayé de le faire dans la salle? Déjà qui connaît ChatGPT? Ok. Qui a déjà utilisé ChatGPT? Ou essayé d'utiliser? Voilà, moi, mes étudiants, ils ont tous essayé. Donc, Guillaume, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Alors, avant de rentrer sur la slide que vous présentez, moi je vais avoir du mal à lire, je vais peut-être devoir me retrouver, enfin, je vais voir comment je fais. Mais avant de rentrer, avant de lire ce que vous voyez à l'écran, c'est pas ça qui est important, je vais un peu revenir sur ce qu'est ChatGPT. Donc, ChatGPT, chat pour chatbot, chat parce que c'est quelque chose qui est conversationnel, on
vient lui poser des questions, il nous répond, comme un chat. Voilà, c'est un chat avec des gestes. Chat en anglais, ça veut dire discuter. Voilà. Exactement, merci. GPT. Parce que G pour générative, donc on a dit que ça génère du texte, ça génère quelque chose en l'occurrence du texte. P pour pre-train, c'est-à-dire pré-entraîné en français. Ça veut dire que, vous repensez au schéma que je vous ai montré tout à l'heure, on a donné des données en entrée de notre réseau de neurones, il a mouliné, et à la fin il a recraché un modèle, et bien c'est ça, un modèle pré-entraîné. C'est quelque chose qui a été pré-entraîné sur des données bien particulières. Et le T, transformer. Transformer, en fait, ça c'est une architecture d'IA qui est très populaire actuellement. Mais ça ne veut pas dire que c'est la meilleure, ça ne veut pas dire que ce sera celle-là demain, mais en tout cas c'est une architecture qui marche très bien dans tout ce qui est textuel. Et donc, c'est la base d'architecture de ce modèle d'IA qui est utilisé dans le chat GPT. Donc ça c'était juste pour remettre dans le contexte le nom, d'où ça vient, etc. Donc en fait, on a un modèle que je vais essayer de décrire très succinctement. Et puis on pourra regarder un petit peu ce que j'ai tapé ici dans le chat GPT, qui est très intéressant parce que j'ai demandé à ChatGPT lui-même d'expliquer comment ça fonctionne. D'accord? C'était ça le principe de mes questions. Mais avant de passer, on va dire, à ces explications, je vais un petit peu vous en dire un peu plus sur son fonctionnement. Donc en fait, ChatGPT, on repasse encore au schéma d'avant, il a été appris sur quelles données? On lui a donné en fait toutes les données du web jusqu'à septembre 2021. Donc ça représente des milliards de données textuelles, voilà, accessibles publiquement sur le web. On refait l'analogie à ce que je vous disais tout à l'heure sur les algos qui existent depuis très longtemps, les data qui existent voilà, depuis 2000 sur le web, voilà, et qui se sont accumulés au fil des années, les terras, je n'ai même pas assez pour décrire combien ça fait, mais grosso modo, ChatGPT a utilisé toutes ces données web voilà, pour apprendre, comprendre, entre guillemets, le langage humain. Donc il a été appris là-dessus, et puis ensuite, après, bon, je vais passer les détails techniques, mais grosso modo, il a appris avec l'architecture Transformer, le modèle d'IA qui a été utilisé, à faire des statistiques sur justement tout ce qu'il a trouvé dans les textes sur Internet. Il a fait des statistiques pour savoir quels mots ou quel groupe de mots ont la probabilité d'arriver on va dire, après un autre mot. Tout ça dans un contexte, on va dire, donné d'ensemble par rapport à une question donnée. Donc il a appris, voilà, comme ça, à faire des statistiques, c'est vraiment purement des maths, c'est des statistiques, des probabilités, sur justement quel est le bon enchaînement de mots pour répondre à la question posée. Donc en fait, ChatGPT, on a l'impression que c'est magique, je ne sais pas quelle est votre impression. Moi, je l'ai utilisé et je l'utilise régulièrement, c'est un outil d'IA que je trouve plus ou moins adapté à certaines activités, mais il a son utilité. Et effectivement, il y a un côté des fois, il est fort. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, on a l'impression que c'est un humain, on a l'impression qu'il répond comme un humain, mais derrière, ce n'est que des statistiques, voilà, d'enchaînement de mots. Et c'est aussi pour ça que des fois, ChatGPT dit n'importe quoi à une question qui est peut-être trop compliquée pour lui, ou sur des données qui sont après 2021. Vous vous amusez à demander sur des. Si vous lui parlez de la guerre en Ukraine, par exemple, vous allez voir, il va vous raconter des grosses saucisses, le ChatGPT. Mais c'est normal, c'est normal. Et il a appris depuis décembre 2022, où là vraiment tout le monde est allé dessus, il a appris parce qu'on a essayé de le piéger. Par exemple, ChatGPT, décris-moi les œufs de vache. Eh bien, ChatGPT décrivait les œufs de vache. Aujourd'hui, si vous posez la question, il vous répondra que les œufs de vache n'existent pas. Il a appris. Effectivement, alors moi je parlais du ChatGPT 3.5 parce qu'il y a plusieurs itérations du ChatGPT, c'est comme pour tout, ça évolue continuellement. Mais oui, effectivement, c'est un très bon exemple justement des biais de ce genre d'outils qui ne font que des statistiques sur enchaînement de mots. Voilà.
Ça marche très bien dans certains cas. Vous demandez à ChatGPT de vous écrire une lettre de motivation, ou un mail de remerciement, ou une annonce pour une conférence, ou un texte qui décrit telle ou telle chose qui est connue du grand public. Là, ChatGPT il est très très fort, il va vous sortir des trucs, parce que bah oui, il a appris à tourner les phrases, il a appris à rédiger comme voilà, mieux que pas n'importe qui, mais mieux que la plupart des gens. Donc forcément, la vidéo, il est meilleur que moi. Mais bon, ça ne reste que voilà, des statistiques. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête, que c'est juste un enchaînement de mots qu'on met les uns après les autres. Et donc, là, je ne sais pas si on arrive à lire. Donc, ce qui m'intéresse, c'est plutôt à la fin, si tu peux dérouler. Moi, j'ai posé la question, comment expliquerais-tu ton fonctionnement pour démystifier les mythes autour de toi? J'ai demandé ça à ChatGPT et voir ce qu'il pouvait me répondre. Et donc, vous pouvez lire ces réponses. Je ne suis pas conscient. Et justifie, voilà, ce qu'il entend par je ne suis pas conscient, hein, c'est vraiment par l'humain. Je ne comprends pas comme les humains, bah oui, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On crée des réseaux de neurones sur des hypothèses de fonctionnement, mais ça ne reproduit en aucun cas le cerveau humain, comme je veux dire. Je ne suis pas infaillible, bah oui, c'est ce que c'était juste avant, hein. Il est biaisé, il est même, si on va plus loin sur l'aspect politique, opinion, etc., il est biaisé de ce côté-là, parce que voilà, il y a beaucoup plus d'idéologie d'un certain côté sur Internet, qu'on retrouve du coup dans ChatGPT. Mais c'est un biais qui se comprend, entre guillemets, voilà. C'est compréhensible, puisque c'est factuel et c'est mathématique. Et puis, bah oui, il ne peut pas prédire l'avenir. Oui, bah, heureusement, c'est pas mon avenir. Donc, voilà. Donc en fait, c'est intéressant parce qu'on peut demander à ChatGPT voilà, de s'auto-décrire, entre guillemets, et il le fait de manière comment dire, assez exacte, assez factuelle, et il est conscient lui-même. Il n'est pas conscient, attention à ce que je dis, il n'est pas conscient, c'est pas une personne, attention, c'est pas une personne. Mais il est capable de factuellement décrire ses limites, et il n'y a pas besoin d'aller chercher sur Wikipédia pour savoir, il le dit lui-même, voilà, il a un certain nombre de limites dans son fonctionnement. Voilà. Merci Guillaume. Alors, en même temps, c'est vrai que les utilisateurs de ChatGPT peuvent parfois un petit peu personnaliser la relation qu'ils ont avec cet outil en disant cher ChatGPT, peux-tu s'il te plaît me dire, poser la question sans lui dire cher et peux-tu, il répondra quand même. Mais c'est vrai qu'il y a, voilà, nous-mêmes on a le propre biais vis-à-vis de certains outils. On arrive à la fin de la partie exposée, avant de passer évidemment aux questions, commentaires. Et là, l'idée, c'était de présenter, Guillaume, les différentes réalités aujourd'hui dans l'utilisation, dans les applications de l'intelligence artificielle. Alors, on a parlé du médical, il y a plein d'autres domaines d'activité où aujourd'hui l'intelligence artificielle est déjà implantée. Alors, pour parler un petit peu des différentes applications, volontairement, je vais essayer d'appuyer sur on va dire, peut-être les points forts de ces outils d'IA, mais je ne vais pas forcément parler des inconvénients. D'accord? Donc, on pourra y revenir sur les questions si vous voulez, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je suis plutôt positif par rapport à tout ça. C'est pour ça que j'ai envie de vous présenter les différentes applications possibles de ces IA, aujourd'hui et dans le futur à venir, qui sont, à mon sens, plutôt bien, on va dire, pour nous et pour nos sociétés. Alors aujourd'hui, la réalité, c'est que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est au tout début en fait, de l'IA, ça arrive doucement mais sûrement, on entend de plus en plus parler. C'est déjà présent depuis un certain nombre d'années, on reprend les exemples, Siri, machin, Alexa et compagnie. Je pense que vous êtes assez au fait aussi sur tout ce qui est voiture autonome. On en a beaucoup parlé à une époque. Aujourd'hui, je crois qu'ils se sont fait à l'idée que ça n'existera pas, la voiture autonome, au sens où on se l'était imaginé, la voiture qui conduit toute seule, voilà. Mais vraiment toute seule. Ça, on l'a abandonné. Par contre, on est sur une voiture assistée par une IA, c'est-à-dire que oui, l'IA va être un outil d'aide à la conduite dans les années à venir qui va nous permettre d'éviter peut-être un certain nombre d'accidents. C'est ce que j'espère.
Donc, outre ces aspects automobiles ou des choses qu'on connaît déjà, je vais essayer de parler des applications qui sont peut-être moins visibles. On a évoqué le médical et on a évoqué une toute petite partie, une infime partie effectivement du médical, mais j'imagine que chacun d'entre vous est capable de se projeter et d'imaginer justement si on arrive à faire ça sur des images de radiographie. Alors on est capable de faire ça sur des images de radiographie de n'importe quelle partie du corps humain. On peut penser aussi aux mammographies pour la détection précoce des cancers du sein, et ça pourrait sauver un certain nombre de vies. On peut penser à tout ce qui est IRM, scanner et compagnie, qui sont de l'imagerie, d'accord, au niveau médical, et où justement les IA pourraient aider les médecins à diagnostiquer plus précocement des maladies, et donc peut-être éviter le calvaire de certaines personnes par rapport à des traitements, etc. Enfin, voilà, vous savez de quoi je parle. Donc dans le médical, je pense que les exemples ont été donnés, vous pouvez vous représenter les bienfaits que peut apporter l'IA, et je précise, encore une fois, l'IA ne va pas remplacer le médecin. Non, non. L'IA va être un outil qui va assister le médecin à mieux traiter les patients, à aller plus vite, dans une société où on commence à manquer justement de médecins, de professionnels, etc. Et l'IA va justement être un outil qui va permettre de traiter le flot de malades peut-être plus efficacement qu'aujourd'hui ou qu'hier. Ensuite, j'aimerais bien vous parler d'autres domaines comme l'agriculture. Il y a des applications en agriculture qui sont non négligeables. Déjà, l'IA permet aujourd'hui, il y a des technologies qui existent, de détecter précocement des champignons, des maladies sur telle ou telle typologie d'agriculture. Je pense notamment aux vignes, mais il n'y a pas que ça, pour penser à d'autres types d'agriculture. Et céréalières, etc. Je ne vais pas donner tous les exemples, mais si vous voulez, ça sert à quoi de détecter précocement des maladies via les IA? Ça permet peut-être de réduire les pesticides. Ça permet peut-être de cibler là où sont les pieds malades avec les produits adaptés, mais localement, et éviter d'arroser peut-être tout le champ alors que les pieds ne sont pas forcément malades. Donc en agriculture, il y a déjà plein de choses qui existent, qui émergent sur justement la détection de maladies, sur la détection de manque hydrique, de manque d'eau, à partir d'images de road, etc. On est capable aussi de prédire la maturité des fruits et légumes, d'accord, grâce à des machines agricoles qui sont équipées de caméras et qui vont scanner à la place de l'agriculteur les X kilomètres de plantation qui existent. Donc c'est du gain de temps. Et en plus, gain en termes de fiabilité. On peut penser à des applications, nous on travaille dessus, tout ce qui est documents, traitement automatique justement de documents, il existe plein d'algorithmes d'IA qui permettent de fluidifier des processus qui sont aujourd'hui très longs. Je vais donner un exemple. Typiquement, aujourd'hui, lors de succession, on envoie énormément de paperasse administrative, ça dure des plombes, je ne sais pas si vous avez pu vivre ou visionner des choses comme ça. Moi, j'ai eu l'occasion de le vivre il n'y a pas très longtemps. Et on se rend compte que c'est pénible parce que ça dure à cause de choses qui ne sont pas traitées administrativement. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas assez de gens pour les traiter, ils sont submergés de documents qui n'arrivent pas à traiter dans les temps. Parce que vous ne vous rendez pas compte, des jours dans les mails à trier, c'est un calvaire, c'est des gens de mémoire qui le font. Et aujourd'hui, on a des projets où on peut utiliser de l'IA pour fluidifier justement cette processus. C'est-à-dire qu'on va classifier automatiquement les documents avec les gens dans les mails, les trier, les mettre là où il faut, et derrière, on a un opérateur qui va pouvoir traiter beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement les dossiers. Et donc, ça ira plus vite. Voilà, je ne vais pas trop m'étendre sur toutes les applications de l'IA. J'essaie d'en donner un certain nombre pour essayer de vous faire comprendre qu'aujourd'hui, l'IA est déjà partout. Je n'ai pas parlé du sport, je n'ai pas parlé du marketing, je n'ai pas parlé de plein d'autres cas d'applications d'IA où ça devient assez intéressant. On peut en discuter si vous voulez après. Mais je crois avoir fait le tour du champ des possibles de l'IA de manière, on va dire, positive. Après, effectivement, il peut y avoir des dérives, on peut en discuter, mais aujourd'hui, il y a une réglementation qui se met en place autour de l'IA. Donc tout ça a besoin d'être cadré, parce que il y a l'accès aux données, etc., tout ce qui est RGPD. Mais voilà, il y a des choses qui se mettent en place au niveau des gouvernements, au niveau des
États, enfin au niveau des continents, je veux dire, et au niveau international. Ça va pas être facile à harmoniser, c'est sûr, mais il y a des choses qui se mettent en place, notamment en Europe. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup Guillaume. Donc cette première partie aura permis probablement peut-être de donner des éclairages, de démystifier un petit peu l'intelligence artificielle à travers les usages du concret. Et puis, bon, il y a une grande question qu'on n'a pas traitée, mais ça peut être l'objet du débat, mais peut-être faut-il ne pas la traiter, je ne sais pas. Le terme d'intelligence est-il au final adapté? Bien, merci. Merci.